Bonjour, Chuga Nabila. On va aujourd'hui parler de Funakoshi Gichin et de son enseignement. Avant ça, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de liker. Donc là, c'est mettre le pouce en l'air si vous jugez que cette vidéo en vaut la peine. Allez, c'est parti, on commence. Alors, Funakoshi Gichin, tout le monde le connaît, hein. Même si on n'est pas dans le karaté Shoto, on sait qui c'est. Il est arrivé à Tokyo en 1922. Et dès lors, il a en fait commencé surtout à enseigner les katas Ping-An et ensuite le Kushanku, donc ce qui est devenu ensuite Kanku. À tel point que c'était Gima qui se souvient de ça, donc Gima qui fut l'un de ses premiers disciples à Tokyo, qu'on l'appelait en fait Ping-An Sensei. Donc après c'est devenu bien sûr Heian, mais bon, les Ping-An, voilà, vous savez ce que c'est. Donc en fait c'était le professeur au kata Ping-An, donc au Heian. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, on comprend bien. Donc, dans les années 20, en fait, son enseignement, c'était ça. Donc, forcément, les jeunes japonais qui avaient de l'expérience dans d'autres arts martiaux, je pense notamment à Otsuka Hironori, ça avait fini un peu par les ennuyer. Et, ça avait débouché sur une rupture. Donc, Otsuka était parti. C'était pareil aussi avec le club de karaté donc, de l'université de Tokyo, Todai. C'est pareil, il y avait une rupture aussi avec donc, ce club et Funakoshi, parce qu'ils en avaient marre, il faut dire ce qui est, de faire que les katas. Donc Ping-An, Kushanku et donc Naifanshi qui est devenu Tekki. Ça, bien sûr, c'est un peu plus discutable. On sait que Funakoshi le connaissait, ce kata, il le montrait aussi, mais moi je reste convaincu que ce n'était pas son kata, on va dire, central. Voilà. Mais oui, sans doute qu'il l'enseignait aussi au cours donc, de ces années 20. Donc ces jeunes, je vous le disais, ils voulaient plus de contact, plus de choses, on va dire, à deux, et ce que Funakoshi ne proposait pas. Pourtant, à partir des années 30, le fils chéri de Funakoshi, Gigo, il a commencé, lui, à proposer des choses justement comme ça. Il a vraiment montré un karaté différent, des positions plus basses, du travail à deux, bien sûr. On n'est pas dans le combat libre, mais ça, je vous rappelle, même Motobu Chōki, c'était pas ça son programme. C'était la pratique du combat, c'était pas le combat, on se frite. Non, c'est pas ça. C'est la pratique du combat par des exercices bien établis. Donc, c'était aussi ce que proposait Gigo. Donc dit Yoshitaka, et normalement c'est Gigo, son vrai petit nom. Donc, ce bon Gigo, de qui est-ce qu'il tenait tout ça? De son père en fait, je pense c'est la réponse la plus logique et la plus naturelle. Où est-ce qu'il serait allé chercher ces positions basses, ce travail à deux? Donc, ça sous-entendrait en fait que Funakoshi, il avait trollé en fait pendant longtemps les Japonais, là, durant toutes les années 20 en tout cas, en leur montrant qu'un tout petit aspect du karaté, même un aspect si ça se trouve qui ne correspondait pas à ce que lui avait appris, on va dire ce qui pourrait correspondre au karaté okinawanais, même si le karaté okinawanais en fait c'est large. Donc en fait Funakoshi entre guillemets s'était moqué du monde, je dis bien entre guillemets. Alors on va me dire, oui, mais là, comment tu peux parler de ce grand sensei? Déjà, Funakoshi, je vous rappelle, c'était pas un saint. Et c'était encore moins un dieu. Donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me permettre d'émettre des idées sur la manière dont il considérait l'enseignement et ses élèves au cours des années 20. Ensuite, dans les années 30, une petite partie des années 40 et des années 50, c'était différent. Il se faisait vieillissant, bref. Là, on parle vraiment des années 20 tout au début. En fait, une période qu'on connaît très mal, c'est la période du cours Meisei, c'est la période comme ça quand il commençait à aller dans certaines universités, on pense à Keio, donc Todai, justement après en plus des universités qui se sont séparées du groupe Shoto. Là, à l'heure actuelle, Keio n'est pas lié au Shotokan Dojo par exemple. Faites vos propres recherches et puis vous verrez. Donc, Funakoshi, est-ce qu'il n'aurait pas comme ça un petit peu trollé les jeunes japonais tout au début, quoi? C'est
c'est une question qu'on peut se poser. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait. Ça veut dire que c'est bien de se poser la question. Ça nous permet de réfléchir. Puisque oui, Funakoshi, je vous rappelle, il avait appris avec Asato et aussi avec Alakaki et Kojo. Donc, il était comme ça porteur d'un karaté quand même tourné vers la mise en pratique. Donc, pourquoi est-ce que durant toutes les années 20, c'était quelque chose qu'il ne montrait absolument pas? La preuve, tous les Otsuka, tout ça, ils étaient partis. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'était bien que sciemment, il montrait certains aspects du karaté et il en dissimulait d'autres. Alors, on va dire, oui, mais c'est normal, c'était un Okinawanais, les Japonais de la métropole, vis-à-vis d'eux, il y avait un mauvais sentiment. Non, Funakoshi, il était fondamentalement pro-Japon. C'était pas ça en fait, c'était pas une histoire de il y a mon ethnie d'Okinawanais qui cache des choses par rapport à votre ethnie de japonais. Un peu comme les Chinois tout au début quand ils sont arrivés en France, ils enseignaient que aux Chinois ou pareil aux États-Unis, c'était que dans la communauté chinoise. Non, c'est pas ça. Funakoshi, c'était pas ça. C'était pas sa vision du monde, c'était pas sa vision de l'enseignement. Il suffit de lire tout ce qu'il écrit. Il est fondamentalement pro-Japon. Par contre, c'était quelqu'un de la quand même vieille école, c'est-à-dire on ne montre pas tout, peu importe que ce soit un Okinawanais, que ce soit un Nigérien, un Français ou un Japonais de Tokyo. C'est non, on ne montre pas. Donc, tout au début, en tout cas dans les années 20, il se contentait eh bien, de les embêter un petit peu, en tout cas de leur donner vraiment des choses très arides, c'est-à-dire eh ben, les kata Ping-Ang et puis donc ce fameux coup Shanku, donc Kanku. Funakoshi, c'était donc une certaine façon de concevoir l'enseignement, on va dire de masse, dans les années 20. Mais en fait, il ne suivait que ce qui se faisait à Okinawa, puisque c'est pareil, quand on a commencé vraiment l'enseignement de masse, je vous rappelle, c'est le Gakko Karaté, hein, c'est comme ça qu'on dit, le karaté dans les écoles, le karaté pour les écoles, bah, c'était pareil, quoi. On faisait des choses pas très folichonnes, hein, c'était Tsuki, c'était Keri, et puis c'était justement bah, les fameux Ping-Ang, donc les Heiyang, forgés par Itosu. Il faut pas voir plus loin que ça, hein. Après, justement, il y en avait qui suivaient Itosu, mais pas dans le système scolaire chez lui. On pense à Motobu, par exemple. Bah, c'était différent, voilà. Donc ça, c'est Funakoshi. Il est arrivé comme ça à Tokyo en 1922, en gardant ce moule de l'enseignement de masse, puisque de toute façon, voilà, il enseignait à plein de jeunes, que ce soit au Meisei-juku, dans les clubs universitaires. Et il a comme ça, je vous dis, un petit peu trollé en justement montrant certaines choses, en peut-être en déformant d'autres et en tout cas en cachant d'autres éléments du karaté. Voilà. À l'inverse, par exemple, on a un Uechi Kambun, hein, qui était donc dans sa filature et qui lui était dans un cercle très restreint, très confidentiel. Et en plus, c'était que des Okinawanais. Mais même après, à partir des années 30, là, il avait vraiment ouvert l'enseignement à tout le monde. Mais c'était pareil, quoi. C'était vraiment très... déjà, c'était un dojo. C'était pas un coup, je suis dans l'université Keio, un coup, je suis à Todai, un coup, je suis avec les jeunes. Là, il y avait plein de judoka qui venaient au Meisei-juku. Non, ça, c'était Funakoshi. Donc, c'était vraiment, je vous dis, ce qui se faisait, comme à Okinawa, c'était Gakko. C'était le Gakko karaté, le karaté scolaire, le karaté dans les écoles. Uechi Kambun, c'était pas ça, c'était l'esprit Kwang, Kun, comme on dit en Chine, dojo, ce qui se passait à l'époque d'Edo, donc pour les arts martiaux classiques japonais, on est entre nous, c'est confidentiel, familial, voilà. Si Funakoshi avait été dans un cadre similaire, peut-être qu'il aurait montré un karaté différent, puisque c'était aussi un peu la démarche de Motobu. Motobu, il a commencé, il avait son propre dojo. Je vous rappelle, Motobu, à la différence de Funakoshi, il a eu un dojo très très tôt, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que lui, bah, justement, il enseignait les choses liées, on va dire, au combat. C'est une idée comme ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. C'était bien sûr des propos à prendre avec beaucoup de pincettes, hein. C'est une supposition, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y avait dans la tête de Funakoshi. Mais quand on regarde les faits, encore une fois, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 20 et les années 30? Les années 20, on avait Funakoshi qui se met les jeunes ados. Les années 30, là, il y a Gigo. Ah, Gigo, c'est fantastique. Oui, mais en fait, Gigo, hein, c'est ce que je vous ai exposé.
bah, il faisait les choses en reprenant en fait les idées de son père. En tout cas, il avait l'aval de son père. Donc, c'est qu'il y a eu un changement. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas, hein, commenter, partager. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.